Je n'ai pas parlé pendant 6 mois. Pas un mot, ni bonjour, ni merci, ni même un grognement en réponse aux aides-soignants qui me proposaient le petit déjeuner ou m'apportaient des médicaments. Certains ont cru que j'avais perdu la tête, d'autres ont pensé que j'étais sourd. Mais non, j'étais juste vide, complètement vidée de toute volonté, de tout désir de converser. Quand je suis arrivée à la maison de retraite Les Amandiers, en janvier 2023, il faisait un froid sec. Un vent coupant traversait les branches nues du vieux chêne planté au centre de la cour. J'avais dans la main gauche une valise marron usée, et dans la droite, rien, plus de canne, plus de croquis, plus de carnet, juste cette main vide qui, autrefois, avait dessiné des visages, des paysages, des souvenirs. Aujourd'hui, elle pendait mollement comme si elle refusait de se souvenir de sa propre utilité. Je m'appelle René Dufour, 78 ans, ancien professeur de dessin et veuf. Je n'ai jamais vraiment su ce que voulait dire le mot deuil, jusqu'à ce que ma femme, Claire, parte en silence, une disparition lente, une maladie invisible qui lui a pris la peau, les cheveux, les forces, et quand elle est partie, c'est comme si elle avait pris avec elle le dernier morceau de lumière dans ma vie. Ma fille, Lucie, voulait que je vive chez elle. Elle avait une chambre aménagée pour moi, une petite terrasse, même un coin pour mes pinceaux. Mais je n'y suis restée que 3 jours. Je ne supportais pas les rires de ses enfants, les cris de ses voisins, l'odeur du café brûlé dans la cuisine. Je n'avais plus ma place. Alors j'ai demandé à venir ici, dans cet endroit qu'on appelle poliment maison de retraite, mais qui ressemble à une antichambre du silence. Un couloir long, des chambres numérotées, des murs blancs, et des visages qui attendent on ne sait trop quoi. Ma chambre portait le numéro 305, un lit simple, une table de chevet, une armoire grinçante et une grande fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur. J'ai passé des heures, puis des jours, assis devant cette fenêtre, à regarder les pigeons picorer les miettes, à regarder le ciel changer de couleur sans que rien ne change en moi. Je refusais les activités, les jeux de société, les visites, je restais là, assis, muet. Les soignants m'ont catalogué rapidement, cas dépressif, peu coopératif, risque de repli sévère. Mais ils ont arrêté d'insister, et c'est ce que je voulais. Ne plus être dérangé, ne plus devoir justifier ma fatigue. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans ma tête, il n'y avait pas le vide. Il y avait un musée de souvenirs, des centaines de tableaux invisibles que je regardais chaque nuit, les yeux ouverts dans le noir, le visage de Claire dans la lumière du matin, le sourire timide de ma première élève, le vieux chat qui dormait sous ma table de dessin. Je les revoyais, mais je ne les partageais plus, parce qu'il n'y avait plus personne pour les comprendre. Puis, un matin d'avril, quelque chose a changé. C'était un dimanche. Je me souviens car les couloirs étaient là plus silencieux que d'habitude, et il y avait cette odeur de pain chaud qui montait depuis la cuisine. Quand j'ai ouvert ma porte, je l'ai vue, une feuille blanche, posée au sol. Quelqu'un l'avait glissée sous ma porte. Je l'ai ramassée lentement. Mes doigts tremblaient. C'était un dessin, au fusain, un peu maladroit, mais précis. Il me représentait, moi, René Dufour, assis sous un arbre, dans un parc. Je portais le manteau gris que j'avais perdu en 1979, et j'étais en train de pleurer. Je me suis figée. Je n'ai pas compris. Ce moment, ce souvenir, je ne l'avais jamais raconté à personne. C'était un jour très précis, un après-midi d'automne, où j'avais appris que mon exposition à Montpellier avait été annulée. J'étais allée au parc, j'avais pleuré sous un arbre, seule, humiliée, brisée, et ce moment, quelqu'un venait de le dessiner. J'ai refermé la porte doucement. Je me suis assise sur le lit, et j'ai regardé ce dessin pendant 1 heure, sans bouger. Quelqu'un savait, quelqu'un connaissait mon passé, et plus étrange encore. Ce style, c'était le mien, celui que j'utilisais quand j'avais 25 ans, quand je signais encore R, D au coin des dessins, mais je n'avais rien dessiné depuis des années, et cette feuille, ce trait, ce n'était pas mon œuvre, c'était un miroir de ce que j'étais. Je n'ai rien dit ce jour-là,
Mais à partir de ce moment-là, chaque matin, il y avait une nouvelle feuille sous ma porte. Chaque dessin révélait une part de moi que j'avais oubliée ou que j'avais volontairement effacée. Une chambre d'hôtel à Venise, une silhouette de Claire au bord d'un lac, un autoportrait, les yeux fermés, comme endormis dans la lumière. Je ne comprenais pas. Était-ce un jeu cruel, une coïncidence troublante ou un message? Et pour la première fois depuis des mois, je voulais comprendre. La semaine suivante, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé. Les couloirs de l'aile et de la maison de retraite étaient y plongés dans un silence étrange, presque liquide. Je voulais comprendre d'où venaient ces dessins, et surtout, qui les faisait. Je me suis assise sur ma chaise, face à la porte, les mains sur les genoux, le dos droit. J'attendais. Vers 6h12, j'ai entendu un léger frottement, comme un papier qu'on glisse sous une porte. Je me suis penchée, et voilà une autre feuille. Cette fois-ci, c'était la cuisine de mon enfance, la table en bois, le rideau à carreaux rouges, et le vieux moulin à café que mon père utilisait chaque matin. J'ai ouvert la porte d'un coup sec, mais il n'y avait personne, juste un léger courant d'air, et, en face de ma chambre, la porte 304. Elle était entrebâillée, pas ouverte, juste entr'ouverte, comme si elle attendait. J'ai fait un pas, puis un autre. J'ai posé ma main sur la poignée, elle était glacée, je l'ai poussée. À l'intérieur, pas de lumière. La chambre était vide, pas de lit, pas de meubles, juste une chaise en bois, placée au centre de la pièce, sous la lumière tremblante d'une vieille ampoule nue, et, sur le sol, des dizaines de feuilles, dessins, croquis, visages, des souvenirs, tous en noir et blanc, tous d'une main que je reconnaissais, mais qui n'était pas la mienne. J'ai fait demi-tour précipitamment, le cœur battant. Ce n'était pas logique. Cette chambre était censée être inoccupée, verrouillée. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai posé la question à Alain, le veilleur de nuit, un homme d'une 50aine d'années, toujours poli, toujours discret. Je lui ai dit doucement « La chambre 304, elle est vide !» Il a levé les yeux vers moi, hésité, puis haussé les épaules. « Elle est censée l'être, mais elle a une histoire. » Je suis resté silencieux. Il a soupiré. Il y a 2 ans, un jeune pensionnaire, Raymond Delacour, y a passé quelques mois. Il était différent, très calme, presque muet, comme vous. Il m'a jeté un regard rapide. Il passait son temps à dessiner les autres résidents. Certains disent qu'il avait un don, et puis il s'est pendu. Il a dit ça simplement, sans émotion, comme on annonce que le ciel sera couvert. Depuis, personne n'ose y entrer. Certains disent qu'ils l'ont vu, qu'il continue de dessiner. Il a haussé les épaules. Des histoires de vieux, sans doute, mais ce n'est pas la première fois qu'on trouve des dessins dans le couloir. J'ai voulu protester, dire que j'étais sain d'esprit, que je n'avais jamais cru aux fantômes, mais ma bouche s'est refermée, parce que je n'avais aucune explication logique non plus. Et surtout, parce qu'au fond de moi, une partie de moi voulait que ce soit vrai. Je suis remontée dans ma chambre, les mains moites, et sur mon oreiller, un nouveau dessin, moi, debout devant une tombe, celle de Claire. Mais ce n'était pas ce qui m'a glacé le sang, c'était ce qu'il y avait derrière moi, à peine esquissé, une silhouette, grande, mince, tenant un carnet de croquis. Les jours suivants, j'ai évité de sortir, je restais enfermée, je ne voulais plus voir les dessins, mais ils continuaient d'apparaître, sous la porte, sur la table, une fois, même dans ma poche de veste. Le personnel pensait que je m'ouvrais enfin, que je sortais de ma coquille. Ils me souriaient. On m'a même proposé d'animer un atelier dessin, mais je n'ai rien dit, parce que ce n'était pas moi, je n'avais pas encore touché à un crayon. Puis, un après-midi d'orage, j'ai entendu frapper à ma porte, 3 coups secs, un silence, puis un 4e, plus faible. J'ai ouvert. Personne. Mais sur le sol, une boîte en bois, petite, ancienne, avec mes initiales gravées dessus R. Mais je ne l'avais jamais vue. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, un carnet de croquis, vide, et un fusain, usé. Je l'ai pris dans mes doigts. Il était chaud, comme s'il venait d'être utilisé. Je suis restée là, figée, le fusain dans une main, le carnet dans l'autre, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose que le vide,
quelque chose de vivant, quelque chose qui m'appelait. Ce soir-là, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page, mais pas dans le carnet, dans mon cœur. La nuit était tombée sur les amandiers, un vent froid s'insinuait par les fenêtres mal isolées et les volets grinçaient doucement dans le couloir. Mais cette fois, je ne regardais pas dehors. J'étais assis à mon bureau, le carnet vide devant moi, le fusain entre mes doigts. Il me semblait plus lourd que tous les pinceaux que j'avais tenus autrefois, comme s'il portait une mémoire étrangère ou une mission. J'ai respiré profondément et j'ai tracé une ligne simple, horizontale, puis une autre, courbe, puis les contours d'un visage. Je ne pensais à rien, ou plutôt, je me laissais guider. Ma main bougeait seule. Les traits apparaissaient, le front large, les yeux creux, le nez fin, une cicatrice à la tempe droite. Et puis, le regard. Je me suis arrêtée. Je ne reconnaissais pas ce visage. Ce n'était pas un souvenir, pas une image tirée de ma mémoire. C'était quelqu'un d'autre. J'ai signé en bas de la page, par habitude, mais cette fois, j'ai hésité et j'ai simplement noté R.D. Puis je suis allée me coucher, troublée. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et le dessin était disparu. Je suis restée figée un long moment. Je me suis demandé si je l'avais rêvé ou si quelqu'un l'avait pris pendant mon sommeil, mais ma porte était verrouillée, personne n'était entré. Plus tard dans la journée, j'ai croisé Sophie, l'infirmière du 2e étage. Elle tenait un dossier, elle m'a souri. « Vous avez bonne mine ce matin, monsieur Dufour ?» J'ai voulu lui répondre, mais mes mots se sont arrêtés, alors je l'ai seulement suivi du regard. Et mes yeux se sont arrêtés sur la photo attachée à son dossier. Un visage, le même que celui que j'avais dessiné, exactement le même. Je me suis approchée, j'ai pointé la photo du doigt. Elle m'a regardée, intriguée. Vous le connaissiez? J'ai hoché lentement la tête. Mais c'était un mensonge. Je ne l'avais jamais vu. Il s'appelait Julien Laroche, a-t-elle dit, impatient. Oui, il était ici en 2020. Il souffrait de troubles dissociatifs graves. Et il est décédé, suivi par Raymond Delacour. Mon cœur a manqué un battement. Raymond, encore lui, toujours lui. Je suis retournée dans ma chambre, les jambes tremblantes. J'ai fouillé partout. Mais le dessin avait disparu. Je ne savais plus ce qui était réel. Je ne savais plus si je devenais fou. Les jours suivants, j'ai essayé de ne plus dessiner, mais c'était inutile. Chaque nuit, mon esprit me poussait à reprendre le carnet, et à chaque fois, un nouveau visage apparaissait, inconnu, mais précis, vivant. Et à chaque fois, le dessin disparaissait pendant la nuit. J'ai commencé à faire une liste, des noms, des visages. Je suis allée voir Lucille, l'aide documentaliste de l'établissement. Je lui ai demandé s'il était possible de consulter les anciens résidents. Elle a hésité, puis m'a tendu un registre, jauni, ancien. J'ai tourné les pages et j'ai trouvé les noms que j'avais inscrits. Tous avaient été ici, tous étaient morts et tous étaient suivis par Raymond Delacour. Je suis restée là, figée, le carnet sur les genoux, le souffle court. Ma main gauche tremblait. Raymond ne dessinait pas pour tuer le temps. Il dessinait pour ne pas oublier ou pour préparer quelque chose. Et maintenant, c'était moi qui reprenais le flambeau. Mais pourquoi? Pourquoi ces visages? Pourquoi moi? Ce soir-là, j'ai attendu. Assis sur la chaise, carnet à la main, j'ai fixé la porte 304. Et à minuit précis, j'ai vu l'ombre, fine, immobile, comme une silhouette dessinée par la lumière du couloir. Elle s'est tournée vers moi et j'ai entendu, pas une voix, pas un mot, mais un murmure. Dans ma tête, j'ai passé la journée suivante dans un état second. Je ne mangeais plus. Je ne parlais toujours pas. Mais mes mains, elles, bougeaient, sans arrêt, comme si elles étaient habitées par une volonté étrangère. Les feuilles s'accumulaient sur ma table, des visages, des scènes, des fragments de mémoire que je n'avais jamais vécus. Et pourtant, je les ressentais. Chaque dessin disparaissait la nuit, et chaque matin, une nouvelle boîte de fusain apparaissait près de ma fenêtre. Je ne posais plus de questions. Je dessinais, encore, et encore. Mais une nuit, tout a basculé. Je m'étais réveillée en sueur.
Le vent hurlait dehors, et dans la pénombre de ma chambre, quelque chose brillait, un reflet, comme si une feuille avait été posée sur mon bureau. Je me suis levée, et je l'ai vu. Ce n'était pas un dessin que j'avais fait. Je le savais, je l'aurais reconnu. Mais c'était mon visage, mon portrait, exact, fidèle, comme si quelqu'un m'avait observé depuis des semaines. Et en bas de la page, écrit en lettres noires. René Dufour, décès prévu 12 septembre 2023. Je suis restée pétrifiée. Cette date, c'était dans 3 jours. Et c'était aussi mon anniversaire. Je suis tombée à genoux. Je n'arrivais plus à respirer. Ma poitrine était serrée, mes oreilles bourdonnaient. J'ai fermé les yeux et j'ai prié, moi, qui n'avais pas mis les pieds dans une église depuis 30 ans. Le lendemain, je n'ai parlé à personne, mais mon regard a changé. Je n'étais plus seulement un vieillard silencieux, j'étais un homme traqué par une date. J'ai décidé de désobéir, d'enfreindre la règle que tous ici semblaient nous suivre sans jamais le dire. Je suis retournée à la chambre 304. Il était minuit, je portais une lampe torche. Le couloir était vide, et la porte, encore entr'ouverte, comme toujours. J'ai poussé lentement. À l'intérieur, cette fois, il y avait quelque chose de différent. Les murs étaient recouverts de dessins, du sol au plafond, comme une mosaïque de visages. Certains souriaient, d'autres pleuraient, mais tous semblaient me regarder. Et au centre de la pièce, une chaise, avec un carnet dessus. Je m'en suis approchée, les pages étaient vierges. Mais dès que j'ai posé les doigts dessus, une phrase est apparue, écrite toute seule, comme si l'air lui-même écrivait avec de l'encre invisible. « Tu dois faire le dernier dessin ?» Je me suis assis, j'ai pris le fusain et sans réfléchir, j'ai commencé à tracer. Ma main bougeait avec une précision que je ne reconnaissais pas. Je ne dessinais plus un visage, mais un moment, une scène, un homme, seul, sur une chaise, une chambre vide, un carnet ouvert, une lampe torche posée au sol. C'était maintenant, c'était moi. Et puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans mon lit, quelqu'un avait fermé la porte de ma chambre. La lampe torche était à côté de moi, éteinte. Et sur la table de chevet, le carnet ouvert à la dernière page. Le dessin était là, exactement comme je l'avais vu dans mon rêve. Et en bas, une signature, pas la mienne, pas R.D., mais un nom écrit avec douceur. Raymond. Pendant toute la journée, personne ne m'a regardé de travers, personne n'a dit un mot sur mon absence, comme si tout cela n'avait jamais eu lieu. Mais moi, je savais que quelque chose avait changé, quelque chose de profond, quelque chose de définitif. Je n'étais plus un simple pensionnaire, j'étais le témoin d'un passage, un relais silencieux, de main en main, de crayon en crayon. Et maintenant, je devais faire un choix, accepter ce rôle ou le briser. Mais pouvais-je encore fuir? Après la nuit passée dans la chambre 304, je ne pouvais plus feindre l'ignorance. Quelque chose d'invisible liait ces dessins à la vie ou à la mort. Et désormais, c'était entre mes mains. Je suis restée assis des heures face au carnet laissé par Raymond. Chaque page blanche me regardait comme une promesse ou une menace. Le lendemain, lors du petit déjeuner, j'ai observé les autres résidents. Je ne les avais jamais vraiment regardés avant. Pas vraiment. Il y avait la vieille Madeleine, qui passait ses journées à tricoter des écharpes trop longues pour être portées. Il y avait Maurice, ancien facteur, qui répétait chaque matin qu'il allait bientôt rentrer chez lui. Et puis il y avait Élise, toujours en train de lire des romans d'amour en chuchotant des extraits à son chat en peluche. Ils étaient vivants, vulnérables, et pourtant si beaux dans leur fragilité. Ce soir-là, j'ai ouvert le carnet et j'ai dessiné Madeleine. Son profil penché, ses doigts tordus par l'arthrose tenant les aiguilles, son sourire perdu dans ses souvenirs. Je n'ai rien signé, je n'ai rien dit. Mais le lendemain matin, Madeleine ne tricotait plus. Elle était assise, les bras ballants, le regard vide. On a dit que c'était un mini AVC. Pas grave, mais suffisant pour qu'elle cesse toute activité. Je n'ai rien dit, mais mon cœur s'est glacé. J'ai attendu 3 jours, puis j'ai recommencé, cette fois avec Maurice. Je voulais savoir, je voulais croire que ce n'était qu'une coïncidence. Je l'ai dessiné sur son banc préféré, tenant une lettre invisible, et à l'aube suivante, on l'a retrouvé tombé dans le couloir,
tibia fracturé, convalescence longue. Encore une coïncidence, je suis allée dans la chapelle de l'établissement. Vide, froide. Je me suis assise sur le dernier banc et j'ai murmuré dans le silence « Qu'est-ce que tu veux ?» Raymond, pas de réponse. Juste le grincement du bois sous moi. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai pris une décision. Si chaque dessin déclenchait une chute, alors j'allais inverser la logique et dessiner quelqu'un en bonne santé, souriant, debout. J'ai choisi Élise. Je l'ai dessinée en train de marcher dans le jardin, sans canne, avec un livre dans la main. Et j'ai attendu. 3 jours plus tard, Élise a demandé à sortir pour la première fois depuis des mois. Elle disait vouloir marcher un peu, regarder les fleurs. Le personnel était stupéfait. Je ne comprenais plus. Le dessin l'avait réveillée, ou bien était-ce la peur qui me jouait des tours? Mais le soulagement n'a pas duré, car à l'endroit exact où je l'avais dessiné, dans le jardin, on a retrouvé un chat mort, étranglé dans une branche basse. Personne ne savait d'où il venait. Élise a fait une crise de panique en le voyant. Et ce soir-là, elle a cessé de parler, comme si le chat avait emporté quelque chose avec lui. Je me suis effondrée. J'ai compris. Ce carnet, ce n'était pas un outil de création, c'était un miroir, un prisme. Il révélait la faille, il l'ouvrait. Et moi, en dessinant, je ne faisais que choisir quelle faille amplifier. Je voulais le brûler, le carnet, les feuilles, les crayons. Mais mes mains ont refusé. Elles tremblaient, elles transpiraient, mais elles refusaient de lâcher le fusain. C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus seule dans ma tête. Raymond était là, pas comme un fantôme, mais comme une empreinte, une mémoire vivante, accrochée à mon geste. Et si je voulais m'en libérer, je devais le dessiner lui seul, une fois pour toutes. Cette nuit-là, j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai fermé les yeux. Je me suis souvenue de son nom, de son silence, des récits. Et j'ai commencé, d'abord le front, puis les cernes, la tristesse au coin de la bouche. Et enfin, les yeux, vides, mais profonds. Quand j'ai terminé, une larme est tombée sur la page. Je l'ai refermée et je me suis allongée, le carnet dans les bras. Je me suis réveillée le lendemain sans douleur, sans peur et surtout sans envie de dessiner. Le carnet était toujours là, posé sur la table, fermé. Mais pour la première fois depuis des semaines, il ne m'appelait plus. Le fusain reposait à côté, intact, comme si quelque chose s'était terminé. Je suis restée des heures devant la fenêtre. Le jardin était calme. Le vieux chêne au centre oscillait doucement sous le vent d'automne. Et dans le reflet de la vitre, j'ai cru voir Raymond, un instant, debout derrière moi, le regard paisible. Puis plus rien. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel est arrivé. Les ouvriers sont venus, avec des outils, avec des bâches et des ordres. Ils ont dit qu'ils allaient rénover la chambre 304, reboucher les fissures, changer les plinthes. J'ai regardé depuis le couloir, le cœur serré. Personne ne m'avait prévenu, personne ne m'avait demandé mon avis. Ils sont entrés et j'ai senti le silence changer, comme un frisson dans l'air. À midi, l'un d'eux est sorti, le visage pâle, dans sa main, une boîte. Je l'ai reconnue. C'était celle que j'avais trouvée il y a des semaines, avec mes initiales. Mais cette fois, elle était remplie de dessins. Des centaines. Tous signés par Raymond. Des portraits, des scènes et un dernier carnet, vieux, abîmé. Je n'ai pas demandé la permission. Je l'ai pris et je suis retournée dans ma chambre. J'ai ouvert le carnet à la première page. Raymond y écrivait. Des phrases simples, courtes. Je les vois, même quand ils partent. Quand je les dessine, je les garde un peu plus longtemps. Mais ils finissent toujours par partir. Puis, quelques pages plus loin. Un jour, je me dessinerai et je disparaîtrai. Et il l'avait fait, son dernier dessin était un autoportrait, sombre, vide. Et en bas, la date 12 septembre 2021, 2 ans jour pour jour, avant la date inscrite sur mon dessin, tout devenait clair. Ce carnet, ce pouvoir étrange, ce n'était pas une malédiction, c'était une mémoire, un adieu prolongé. Raymond ne voulait pas faire peur, il voulait garder les visages, ne pas oublier. Mais le don s'était retourné contre lui. Et il s'était perdu dans les ombres qu'il dessinait. J'ai refermé son carnet avec lenteur. Puis j'ai pris le mien, celui qu'il m'avait légué. Je l'ai ouvert à la dernière page et j'ai écrit une phrase. « Raymond, tu peux partir, merci !» Je n'ai rien senti,
aucune lumière, aucune vibration, juste un vide, mais un vide paisible. Les jours suivants, j'ai rangé mes affaires, j'ai trié les dessins, je les ai donnés à la documentaliste, elle les a classés sans poser de questions. La chambre 304 a été fermée pour de bon. On y a mis une armoire et un tableau fleuri, quelque chose de joyeux, pour oublier. Mais moi, je n'oublierai pas. Je n'ai plus touché de fusain depuis ce jour, mais je parle, je ris même, parfois. Je raconte, à ceux qui veulent écouter. Il y a quelques semaines, une jeune aide-soignante est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle adorait dessiner, mais qu'elle n'osait jamais montrer ses œuvres. Je lui ai tendu un carnet vide, celui que j'avais gardé, le dernier. Elle m'a regardé, étonnée. « Il est à vous ?» m'a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. « Il est à qui on a besoin ?» Elle l'a pris et elle est repartie en souriant. Je ne l'ai plus revue. Elle a été transférée dans un autre service. Mais parfois, je crois voir un dessin accroché dans un couloir, une silhouette familière, une chaise vide, un homme qui regarde par la fenêtre. Et je souris. Je suis René Dufour, et pendant un moment, j'ai porté le regard d'un autre. J'ai dessiné des ombres. Mais aujourd'hui, je choisis de vivre à la lumière. Il est difficile d'expliquer tout ce que j'ai traversé. Certains diraient que j'ai eu des hallucinations. D'autres penseraient que la solitude m'a fait perdre l'esprit. Mais moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti. Et surtout, je sais ce que j'ai appris. Le silence peut être une prison, mais il peut aussi être un abri. Un endroit où les souvenirs se rangent dans l'ordre qu'ils choisissent. Un endroit où la douleur peut dormir sans qu'on la dérange. Pendant 6 mois, je n'ai pas dit un mot, mais je n'étais pas mort. J'étais à l'écoute de moi, des autres, de ce que les mots ne disent pas. J'ai compris que les visages sont comme des livres ouverts, mais que très peu prennent le temps de les lire. Chaque ride est une phrase, chaque silence est un chapitre, et parfois, un regard contient toute une bibliothèque. Raymond Delacour l'avait compris avant moi. Il avait trouvé un moyen de capturer l'instant. Mais il s'est perdu dans les pages de son propre livre. Il est devenu une encre sans main, un trait sans fin. Et j'ai été choisie pour terminer l'histoire, ou peut-être pour la recommencer autrement. Aujourd'hui, je suis toujours à Les Amandiers, mais les murs ne me semblent plus si froids. Les couloirs ne me font plus peur. Je sais que chaque porte fermée cache des trésors d'humanité. Je parle avec les autres. Je ris, parfois, je raconte mon passé à ceux qui me le demandent. Mais surtout, j'écoute. Je n'ai plus besoin de carnet pour mémoriser les visages. Je les garde dans mon cœur, et c'est plus que suffisant. Il y a une semaine, un petit garçon est venu visiter sa grand-mère ici. Il avait 6 ans, un sourire espiègle et un crayon dans la main. Il m'a demandé si je savais dessiner. J'ai souri, et j'ai dit « Je savais ». Il a hoché la tête, puis m'a tendu son bloc. « Tu peux me dessiner ?» J'ai hésité, puis j'ai pris le crayon. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai tracé une ligne, puis une autre, et j'ai vu, non pas un souvenir, mais un avenir, un enfant qui rit, un homme qui écoute, un monde qui continue. Je lui ai rendu le dessin, et il m'a dit « On dirait que t'as mis un morceau de ton cœur dedans. » Puis, il est parti en courant. Je suis restée là, longtemps, la gorge nouée. Alors si tu m'écoutes, toi qui entends ma voix, toi qui vis peut-être une solitude que personne ne soupçonne, toi qui as perdu quelqu'un ou quelque chose, sache ceci, le silence n'est pas la fin, il peut être un début, un lieu où tu peux redessiner ta vie, trait par trait, souvenir par souvenir. Tu n'as pas besoin d'être un artiste, tu as seulement besoin d'être vrai, avec toi-même, avec les autres. Je suis René Dufour, et j'ai vécu une histoire que je n'aurais jamais cru raconter. Mais aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir vécue, car elle m'a ramené à moi-même, à ma voix, à ma main, à mon humanité. Et peut-être qu'elle te rappellera quelque chose à toi aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux partager un souvenir, une image ou un silence, écris-le en commentaire, car parfois, une simple phrase peut réveiller une vie entière.